Salam alaikum. Après le premier chapitre qu'on a concerné aux déchets ménagers et leur traitement, aujourd'hui on va voir un deuxième chapitre concernant la pollution liée à la consommation des matières énergétiques et l'utilisation de la matière, soit organique, soit inorganique. Donc ce deuxième chapitre, on va l'aborder selon les paragraphes suivants. Premièrement, les milieux pollués. On va voir la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Deuxièmement, on va voir les impacts de cette pollution, l'impact sur la santé et sur l'environnement et sur l'économie. Et enfin, on va chercher quelques alternatives, c'est-à-dire comment on peut dépasser ces problèmes de pollution des différents milieux. C'est-à-dire on va chercher dans les énergies renouvelables, amies de l'environnement. La Terre, c'est la seule planète du système solaire habitée parce qu'il offre le milieu favorable, un milieu favorable à la vie et à la biodiversité. Les dangers des pollutions causées par les diverses activités humaines, ce sont eux qui vont perturber cet équilibre et ces conditions favorables. Donc, les activités humaines qui sont obligatoires, mais ils doivent être contrôlés, ils vont être rationalisés pour qu'elles gardent cet équilibre, ou pour éviter ce déséquilibre des milieux. Donc, on doit chercher une relation qui va tenir compte des besoins de l'homme, des besoins économiques, et en même temps doit tenir compte de la sauvegarde de notre environnement. Le premier phénomène qu'on va voir concerne la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air peut aboutir à un effet qui est néfaste, qui est l'effet de serre. Premièrement, qu'est-ce que l'effet de serre? Comme vous voyez ici, une image qui va nous résumer le phénomène de l'effet de serre. On voit ici, comme vous voyez, que la Terre reçoit l'énergie solaire, son énergie du Soleil. On a des rayonnements solaires qui arrivent sur Terre, mais une partie importante est transmise vers l'espace par une couche qu'on trouve ici, qu'on appelle la couche formée de gaz à effet de serre. Donc, on voit ici qu'il y a un certain flux de rayonnement qui sont tous à l'origine du Soleil. Donc, il y a une première filtration au niveau des gaz à effet de serre qui se trouve à peu près à une quinzaine de kilomètres sur la surface de la Terre. 20% de ces radiations sont absorbées par l'atmosphère et on observe qu'environ de 50% des rayonnements émis par le Soleil arrivent sur Terre pour la réchauffer. Donc, la Terre s'échauffe grâce au rayonnement solaire. Mais le réchauffement de la Terre pendant la nuit,
il y a un rayonnement des infrarouges qui vont être émis par la Terre, qui sont très très importants. Donc, pour garder la constante de la température sur la Terre, donc la quantité d'énergie solaire qui va arriver va être émise pendant la nuit. Donc, il y a un équilibre. Parmi les gaz qu'on trouve ici, qui permettent la sauvegarde d'une certaine proportion des rayonnements, on trouve des gaz ici, par exemple le CO2, le CH4, le NO2, le N2O, le CFC, et les différentes autres gaz. Quel est le rôle de ces gaz? Comme vous voyez ici, le rayonnement émis par la Terre, par la surface de la Terre, la majeure partie est absorbée par l'atmosphère. Donc il doit être gardé dans l'atmosphère. Et ce rayonnement qui va nous donner le chauffage de la Terre. Ces gaz-là sont émis de différentes sources. Par exemple, ici, on a l'émission des gaz à effet de serre. On a ici GEC. GEC, ça veut dire gaz à effet de serre. Les gaz émis par l'industrie représentent 21%. Les gaz émis par l'industrie de l'énergie, c'est-à-dire les stations les réacteurs énergétiques nucléaires, émis 12%. Ici, on a une émission de gaz à effet de serre par l'agriculture, il représente 16%. Les émissions des déchets et autres matériaux, 4%, et l'émission par les bâtiments, c'est-à-dire l'urbanisme, 20% des gaz sont émis de cette source-là. Et enfin, l'émission des gaz à effet de serre par les moyens de transport représente 27%. Donc, ici, on a les sources d'où viennent ces gaz à effet de serre, ici, comme vous voyez. Ces gaz-là s'accumulent dans l'atmosphère et représentent une barrière qui va garder une partie des rayonnements pour réchauffer la Terre. Donc, en quelque sorte, c'est ça l'effet de serre. Donc, normalement, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel, puisqu'il nous permet de vivre sur Terre. Donc, ici, c'est le même schéma. Si on n'a pas cette couche, si on n'a pas ce phénomène de serre, on aura une température ambiante sur Terre de moins 18. C'est la moyenne, moins 18 degrés Celsius. Donc, si il n'y a pas l'effet de serre, c'est-à-dire il n'y a pas de couche de gaz qui va nous garder une partie de cette énergie-là qui est émise, donc on aura une partie, donc les rayons solaires qui vont arriver, ils vont partir. Donc la température de la Terre va être aux environs de 18 degrés Celsius. Donc, la température, par exemple sur Mars, où tels gaz sont absents, la température moyenne est de moins 50 degrés Celsius. Sur Terre, parce que Mars est un peu plus loin que la Terre, donc la température est un peu basse. Donc ce phénomène-là, c'est lui qui va nous permettre, ou bien va nous donner des conditions de vie sur Terre. Donc la vie grâce à l'effet de serre. Mais cet équilibre-là
est risqué, hein, ou bien est menacé. Pourquoi? Parce qu'on ajoute des gaz à effet de serre à la couche, normalement, qui permet l'équilibre. Donc, si on a ici des gaz à effet de serre qui vont nous permettre une température ambiante vivable, si on ajoute, c'est-à-dire on ajoute, hein, de la chaleur à la Terre, c'est le réchauffement de la Terre. Donc, ce réchauffement de la Terre, du climat en général, c'est lui qui va, hein, présenter, hein, les menaces sur la Terre. C'est pour cela que des congrès et des assemblées des pays, des nations, on parle actuellement des changements climatiques et leur effet sur notre Terre. Donc c'est un danger qui menace notre Terre. Si on revient un peu vers l'arrière, c'est-à-dire vers la centaine et la décennie dernière, c'est-à-dire les 100 ans dernières, on va voir que à partir de 1900 jusqu'à ce moment-là, on observe une augmentation, hein, de la température très nette. De 1000 à 1900, c'est-à-dire à peu près 900 ans. La température a été presque fluctuante, hein, dans ce domaine-là qui est naturel, qui est normal. Mais à partir de ce moment-là, et surtout après 1900, hein, on parle de la période de l'industrie, ou bien la période industrielle, donc on observe ici une augmentation excessive de la température. Cette augmentation de la température est accompagnée d'une augmentation du CO2. Donc le CO2 est soupçonné, hein, comme cause, même s'il y a d'autres théories, donc, mais le CO2 reste le premier facteur à soupçonner pour l'augmentation de cette température. Donc, le CO2 est donc un gaz à effet de serre qui permet d'augmenter ou bien de réchauffer notre planète. Ici, on voit de 1860 à 2000, hein, qu'après 1900, à peu près ici, 1940, c'est-à-dire 1910, 1920, 1926, etc., mais après 1980, hein, il y a une augmentation très nette. Hein. D'autres facteurs qui sont soupçonnés, en plus du CO2, ce sont on a ici le CO2, hein, en noir, et on a ici le N2O ici en bleu, et on a le CH4 ici en rouge. Donc, on a d'autres gaz à effet de serre qui ont un impact sur l'air, donc l'augmentation, l'élévation de la température, c'est-à-dire un réchauffement de la Terre. Donc, on va assister à une augmentation de la température moyenne, suivie d'une élévation des milieux de mer, parce qu'on va assister à une fonte de la glace, hein, et on a des risques sanitaires, développement des maladies infectieuses, la famine, parce qu'on aura des sécheresses, etc. Donc, on aura aussi, par exemple, des extinctions de certaines espèces, donc effet sur la biodiversité. Voilà, on a déjà vu quelques gaz qui polluent l'air. Ici, des gaz à effet de serre. C'est le CO2, le CH4, le CFC. Le CFC qui est un facteur très nocif pour l'atmosphère, surtout pour la couche d'ozone. Le CFC, c'est le chlorofluorocarbone, hein, qui est une molécule utilisée dans la fabrication
des aérosols, les moteurs de froid, etc. Hein, les oxydes d'azote. Donc ce sont des gaz à effet de serre. On a déjà vu qu'ils ont des origines différentes. Parmi les impacts qu'on peut voir, et on les voit déjà, on peut voir une augmentation de la sécheresse et une déforestation. Hein, on peut voir des fontes de glace et les chercheurs sont des alarmes pour surtout des glacières polaires, hein, et l'extinction ou bien la disparition de certaines espèces qui sont menacées par le changement climatique. La couche d'ozone. Donc toujours, on est dans la pollution de l'air. On va parler d'une deuxième partie de la couche d'ozone, qui est la couche d'ozone, qui est une partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 km. C'est la stratosphère. La concentration en ozone y est de l'ordre de 10 parties par million, 10 ppm. Cette couche d'ozone a un rôle très très important. Donc ici, on a la Terre à une altitude entre 20 et 50 km. On a cette couche-là qui nous permet, par exemple, d'absorber, qui nous protège, si on veut dire, qui nous protège des rayons ultraviolets du Soleil. On voit bien que quelques types d'ultraviolets qui sont très très dangereux, c'est-à-dire les ultraviolets C, de nature C, ils sont totalement absorbés par la couche d'ozone. Quelques radiations ultraviolets peuvent passer, mais ils ne sont pas très nocifs. Mais on a une protection de la couche d'ozone de ces rayonnements ultraviolets. Des mesures ont été faites depuis longtemps, 1979 par exemple, 1980, 1981, et ils ont fait le suivi de l'épaisseur de la couche d'ozone, surtout dans le pôle sud. Ça, c'est le pôle sud. Donc l'équateur, c'est ça, l'équateur, ça. Donc, ici, c'est le pôle sud. Et on voit bien que la couleur ici, violette, ça indique qu'il y a un trou, c'est-à-dire l'épaisseur de la couche d'ozone est très 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 faible, donc peut nous entraîner le passage de quelques rayonnements qui vont être très nocifs pour la santé des êtres vivants. Ici, on a d'autres données qui indiquent que ici, au pôle sud, les mesures ont été faites par un avion très, très équipé qui a parti du Chili vers le pôle sud. Donc, il a fait des mesures, des mesures, et il a donné ces résultats-là. On voit bien ici, par exemple, qu'on a une échelle de couleur, que la couleur ici, comme vous voyez, cette couleur-là, c'est une couleur qui indique qu'il y a une épaisseur très faible de la couche d'ozone. Quels sont les facteurs qui ont abouti à cette modification de l'épaisseur de la couche d'ozone? On a déjà cité quelques facteurs. Ici, on a le facteur soupçonné le plus, c'est le chlore. Pourquoi? On voit ici quelques réactions chimiques qui aboutissent à la destruction de la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est une couche formée de O3, c'est-à-dire 3 molécules d'un gaz formé de O3. Ce gaz-là peut
faire une réaction avec le chlore suivant, par exemple, cette réaction-là. Le chlore plus O3 va donner le ClO, le monoxyde de chlore, plus l'oxygène. Et le monoxyde de chlore va faire une réaction avec, va se lier à l'oxygène, hein, pour donner, ou bien va réagir avec le monoxygène, hein, pour donner de l'oxygène, dioxygène plus le chlore. Et ce chlore-là va revenir pour, hein, réagir avec le O3 à nouveau, et ainsi de suite. Hein, la couche d'ozone va être détruite peu à peu. Donc, à chaque fois qu'on a émission du chlore, on a destruction de la couche d'ozone. Et à chaque fois qu'on a destruction de la couche d'ozone, on a des risques, hein, donc, ici, on a aussi des schémas qui montrent les différentes réactions ou bien interactions entre molécules, hein, de l'atmosphère, hein, qui vont à la fin aboutir à une destruction de la couche d'ozone qui va entraîner des impacts qu'on va voir tout à l'heure.